voulais juste me présenter. Je m'appelle Thérèse Vienne. Je suis la présidente du MIT Club de France, les alumni du MIT. Et nous venons juste, et d'ailleurs, de terminer notre trajet dans cette salle magnifique. Et en tout cas, merci d'être venus si nombreux. On m'avait dit qu'à cause du foot, à cause du temps, il y aurait eu beaucoup de défections, mais visiblement non. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir chez notre hôte France-Amérique. Et j'ai surtout le plaisir d'avoir organisé cet événement avec les anciens alumni de UCLA Anderson ainsi que les alumni du IMD Alliance. Et je laisserai les présidents de ces deux clubs se présenter tout à l'heure. En ce qui concerne le MIT Club de France, nous existons en fait depuis 1953, c'est dire depuis 63 ans. Et donc, c'est très stable. Mais je suis la première présidente femme, en fait, depuis 5 ans. Donc, moi, j'ai fait une... Oui. Je suis architecte de formation avant de partir aux États-Unis, au MIT, faire un master dans tout ce qui est complètement différent. J'ai fait mon master à un professeur dans le Media Lab, donc je ne connaissais rien en informatique. J'ai tout appris et grâce au MIT, j'ai eu un parcours assez intéressante, disons. J'étais partie donc en fait la première fois avec une bourse du ministère des Affaires étrangères. Et mon premier job après le MIT, c'était à la Banque mondiale. Et ensuite, j'ai fait du conseil chez Accenture. Et je fais partie d'un des dinosaures d'Internet, puisque j'ai démarré les activités d'une start-up de la Silicon Valley qui s'appelle Broadvision en 1995. Et ensuite, j'ai repris mon métier d'architecte pour la Chine. Et aujourd'hui, en fait, je commence ma 3e carrière qui est dans le recrutement, mais on en parlera tout à l'heure. Concernant donc le club, aujourd'hui, nous avons organisé à peu près 18 événements. On organise en général un événement par mois et certains en collaboration avec d'autres universités américaines. Alors nous faisons comme tout le monde des dîners-débats, des conférences suivies de cocktails. Nous essayons d'accueillir aussi des professeurs et des chercheurs du MIT qui sont de passage à Paris. Et nous avons invité aussi des personnalités, des économistes comme Thomas Piketty, Luc Ferry, Michel Combes, etc. Donc je vais céder ma place et la parole à François Besson, qui est donc le président de UCLA Anderson. Merci Thérèse. Je suis content d'ajouter ces mots de bienvenue à vous tous, au nom de UCLA Anderson, dont je représente l'association des anciens, et tout particulièrement du MBA donc de UCLA. Vous êtes plus de 80 ce soir, malgré le football. Donc, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir fait ce choix judicieux. J'espère que vous en serez récompensés. Je tiens à remercier également nos participants, nos panélistes, nos conférenciers émérites, qui ont aussi fait ce sacrifice. Merci à vous. Je tiens tout particulièrement à remercier Frédéric, qui a été à la fois l'inspirateur, l'organisateur et la cheville ouvrière de cette conférence. Je voudrais également associer à ces mots d'accueil toutes les écoles de l'Alumni Alliance, qui est un regroupement de MBA européens et américains, dont les anciens partagent beaucoup d'événements, ceux évidemment organisés par le MIT, ceux organisés par l'IMD, dont je salue également le président Jean-Claude Cheminant-Serré, et puis de beaucoup d'autres écoles, Kellogg, London Business School, Chicago, Instituto de Empresas à Madrid, plusieurs écoles également en Suisse. Voilà, sans plus attendre, je vous souhaite une excellente soirée à tous, et je vous remercie. Mesdames et messieurs, je m'appelle, comme vous l'avez compris, Frédéric Pett. Je suis un ancien du MBA de UCLA. Et avant ce MBA, j'ai été un professionnel des ressources humaines. Et donc c'est à ce titre que j'ai eu l'idée d'organiser ce panel. C'est un double intérêt, à mon avis. D'un côté, en tant que potentiel recruteur,
dans le monde dans lequel on vit de digitalisation, qu'est-ce qu'on peut attendre des cabinets de recrutement, et en tant que candidat, qu'est-ce qu'on peut en attendre aussi et comment se positionner. Aujourd'hui, nos panélistes que je vais maintenant pouvoir introduire, certains sont spécialisés dans le domaine médical. On a 2 cabinets qui ne travaillent que dans le domaine médical. On aura un cabinet qui travaille multi-industrie, mais uniquement avec du personnel IT. Et on a un représentant, anciennement en tout cas, d'un cabinet généraliste dit Big Five. Et puis Thérèse qui s'est présentée elle-même, qui est un cabinet qui est spécifique sur une zone géographique, l'Asie et je pense la Chine en particulier. Je représente Bollé Associates, qui est un cabinet de recrutement executive search chinois, qui existe depuis 1996, donc on célèbre aujourd'hui notre 20e anniversaire. Nous sommes implantés sur 15 bureaux en Chine et dans le sud-est asiatique. Et nous avons à peu près maintenant 380, un peu plus de 380 personnes, dont le siège social est à Shanghai. Et donc je passe ma vie entre Shanghai et Paris. Et je m'occupe aussi, quand je suis à Shanghai, de tout ce qui est couverture Asie-Pacifique. Bollé, aujourd'hui, nous avons des expertises transverses fonctionnelles, donc RH, finance, sales et marketing, sur quatre industries, notamment le manufacturing, l'industrie, la finance, le TMT, technology, et tout ce qui est healthcare également, life science, mais pas aussi spécialisé que mes camarades. Mon parcours, vous l'avez compris, je suis architecte, j'ai un diplôme d'architecture, j'ai un diplôme du MIT, et j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années dans tout ce qui est Internet. J'ai fait surtout des startups de boîtes américaines que j'ai développées en Europe, et j'ai également fondé ma start-up dans la Silicon Valley que j'ai revendue. Et depuis 2005, en fait, je voulais retrouver mes racines et mes amours d'adolescente, donc l'architecture et la Chine, parce que je suis chinoise de Shanghai de mon père et Hong Kong de ma mère. Et voilà, donc depuis 2005-2006, je passe ma vie entre la Chine et la France. Bon. Merci beaucoup. Et rentrons dans le vif du sujet. Première question. Donc dans votre pratique personnelle du recrutement, qu'est-ce que la digitalisation du marché de l'emploi ? On a parlé de LinkedIn, mais il y a d'autres outils. Donc qu'est-ce que cette digitalisation a généré comme changement dans votre pratique ? Et je vais commencer par Xavier Daumal, qui pourra d'ailleurs nous donner un double point de vue. D'un côté, Russell & Reynolds, mais aussi en tant que DRH. Merci. Alors je vais peut-être commencer par Russell, ce sera peut-être le plus simple. Pour Russell Reynolds, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire à mon avis pour beaucoup de mes confrères, mais la désintermédiation entre guillemets que LinkedIn a provoquée nous a obligés à remonter un tout petit peu sur la chaîne de valeur, ou en tout cas dans la façon de traiter le candidat et de traiter le capital humain. Et donc pour les Big Five en tout cas, et je pense même pour d'autres, ce que ça nous a obligés à faire, c'est de remonter un tout petit peu par exemple sur des problématiques d'assessment, d'évaluation en entreprise, de travail sur la gouvernance des entreprises. On a fait beaucoup de travail sur les boards et sur la façon de faire fonctionner les boards et même les COMEX. Et puis, il y a une dernière tendance qui est de plus en plus forte, c'est que du fait que les candidats sont visibles et approchables de façon quasi presque automatique aujourd'hui, on a travaillé, en tout cas les grands cabinets développent de plus en plus une approche sur la culture d'entreprise et sur la mesure de l'environnement culturel d'une entreprise. Et ça nous a poussé, en tout cas ça pousse, pardon je dis nous, mais ça pousse Russell Reynolds à investir énormément dans la data, dans l'analyse de notre propre base de données et d'être capable de comparer ce qu'on trouve entre différents clients et d'en apporter une valeur ajoutée ensuite sur les problématiques sur lesquelles les grands cabinets sont consultés. Chez Blablacar, c'est un tout autre angle parce que c'est vraiment du côté recrutement, du côté corporate. La digitalisation, en tout cas de cet environnement-là, fait que ça nous oblige à être présents de façon forte sur les médias sociaux et sur tout l'univers web. Donc je pense que le travail sur la marque employeur ne se fait pas que sur d'autres supports, mais d'abord sur le web. Ça, c'est le premier effet du fait que nos candidats sont d'abord des digital natives. Le deuxième sujet, c'est que je pense qu'on reçoit beaucoup plus de candidatures et donc il faut trouver des moyens de les traiter de façon beaucoup plus efficace.
Et la troisième conséquence, c'est que le candidat a un choix du coup très élargi et on est un peu en train de se battre pour nos talents. Et il faut être, dès le premier contact sur le web, en tout cas sur le digital, une sorte d'employeur attractif, ce qui était peut-être moins le cas il y a 10-15 ans, quand il n'y avait pas autant de concurrence déjà juste à l'approche des candidats. Voilà du côté de Blablacar, mais pour donner un ordre d'idée, Blablacar c'est quasiment 5000 CV par mois. Donc c'est un volume qui est gigantesque et c'est vrai que des fois on aimerait bien qu'il n'y ait pas le digital parce que peut-être qu'on en recevrait juste un quart et on se porterait peut-être aussi bien. Mais il n'y aurait pas Blablacar non plus. Et tout à fait, donc on est obligé d'être cohérent et on accepte le volume. Voilà. Merci beaucoup. Donc je prends note que du côté Russell Reynolds, la montée, je dirais, en puissance et commencer à avoir des assessments de type culture d'entreprise. Je note du côté employeur la marque d'employeur qui est d'ailleurs quelque chose que LinkedIn pousse beaucoup sur son site business LinkedIn, parce que LinkedIn essaie de proposer des services aux entreprises aussi. Donc on voit bien qu'il y a cette course à la valeur. Et vous parlez de marque d'employeur et donc j'ai l'impression qu'on revient à la fameuse talent war. L'arrivée des réseaux sociaux comme LinkedIn, je regardais LinkedIn, la création de l'entreprise, c'est 2003. Moi j'ai créé mon compte LinkedIn en octobre 2007. Et au début, c'était arrivé de façon comme ça. Enfin, c'est marrant, c'est comme Waze. Je ne sais pas si vous connaissez Waze. D'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Tu connais Waze ?» On ne veut pas avoir l'air bête, on dit « Ouais. » Et puis après, on regarde et on le met et on s'en sépare plus. Et LinkedIn, ça a été quand même quelque chose de cet ordre-là. Et c'est toujours fascinant d'ailleurs de voir les stratégies de ces sociétés qui, grâce à nous tous individuellement, ont un porteur de marketing et de communication. Enfin, je trouve ça phénoménal. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose avec GenSearch, mais on va y arriver. Je pense que ça a changé, enfin ça a bien foutu une bonne pagaille, ça a bien tout remué et c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt pas mal parce que ça a changé le métier de la chasse de tête. Enfin, si on regarde historiquement, le chasseur de tête, il faisait quoi? Il donnait accès partiel à son réseau qu'il était le seul à connaître puisque l'information n'était pas visible. Donc c'était monsieur machin, de la marque machin, donc soit le nom de la marque était très important, soit le réseau de la personne était très important, soit le nom de la société était très important. Et je vous donne accès à ce qui est derrière le rideau, mais je ne vous montre que ce que je veux vous montrer parce que le reste je vais vous le vendre. Puis d'un coup on tire le rideau, donc toute l'information est là, elle est derrière nous, et tout le monde a accès à cette information. Donc branle-bas de combat, on fait quoi ? Et c'est vraiment des choses qu'on continue à vivre nous au quotidien, mais de toute façon, quelle est votre valeur ajoutée à partir du moment où toute cette information est disponible? Ok, et ça pose une très bonne question qui est la question de la valeur, ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle est la valeur qu'on a? Est-ce qu'on est juste un intermédiaire qui était capable de faire du sourcing et donner accès à un réseau, ou est-ce qu'on a une capacité à aller chercher de façon précise de l'information et à remettre de l'information dans son contexte. Donc on l'a vu, il existe toujours un nombre important d'emplois qui transitent à travers l'approche directe. Il y a toujours un grand nombre de cabinets. J'ai demandé aux professionnels qui sont là quels seraient leurs conseils pour faire un choix parmi cette offre pléthorique. Et on va commencer par David Mercier. Déjà, ce que je pourrais conseiller, c'est de sélectionner un cabinet plutôt à vocation internationale, parce que ce sont ceux qui drainent le plus de missions top management. Aujourd'hui, si vous sélectionnez un cabinet qui va être franco-français, il y a peu de chances qu'il ait pour vous une multitude de postes à vous proposer, à l'inverse de cabinets comme nous, qui sont déjà au moins européanisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des liens avec des HQ qui sont basés en Suisse, en Allemagne, en France, et on va pouvoir vous proposer un panel de postes beaucoup plus large qu'un cabinet David, qui va être... David, on est du point de vue de l'employeur. Le choix, je vais répéter la question, quel serait votre conseil pour faire un choix de cabinet de recrutement en tant qu'employeur? C'est-à-dire... Voilà, il y a 2000 cabinets en France, comment on choisit son cabinet? Alors je recommence de la même façon. L'international. Oui, international, parce qu'aujourd'hui,
les sociétés, elles réfléchissent plutôt en cluster, c'est-à-dire qu'on voit c'est France Benelux ou une zone d'art, donc Allemagne, Autriche, Suisse. Et l'idée, c'est que je pense que les sociétés ont véritablement envie d'avoir, et c'est pour ça que les Big Five, ça marche très très bien, c'est parce que ils ont des implantations un peu partout dans le monde, avec une méthodologie qui est vraiment uniformisée, et en fait, les sociétés, elles vont venir chercher ce type de méthodologie. Et je pense que pour les boutiques, entre guillemets, comme nous, c'est de se rapprocher de ce modèle, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit spécialisé et sur une plus large zone géographique. Et donc je pense que c'est ce que vont aujourd'hui chercher les sociétés qui vont vouloir travailler avec des cabinets. Ok. Une méthodologie uniforme et une zone géographique plutôt large. Je vais passer maintenant du côté du candidat. Et donc, je vais poser la question à nos panélistes. Pour ces candidats, maintenant que ces candidats sont sur la place, je vais leur demander s'ils utilisent les réseaux sociaux et ce qu'ils en font, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont regarder ce que vous faites sur Facebook. On connaît tous les idées, les fameuses histoires des gens qui se sont fait éliminer pour cause de photos de beuverie. Qu'est-ce qu'ils regardent sur LinkedIn et compagnie. Donc je vais commencer par Thérèse. En Chine, nous avons des équipes, des chargés de recherche, des research analysts également qui sont sur le web, sur les réseaux sociaux. Alors nous, en Chine, on a WeChat qui est très 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 utile et sur lequel on a énormément d'informations en dehors de LinkedIn. On a d'autres sites, Liepin, mais qui sont plus pour des postes plus juniors. Donc en fait, les consultants utilisent tous les moyens possibles et imaginables. Et on a aussi une plateforme, une fois qu'on a détecté le profil, ces personnes, ils me trouvent le portable très très rapidement et les adresses email. Donc voilà, et après, les consultants seniors, ils vont plus les approcher et leur parler du poste. Je prends une bonne note qui est donc il y a un thème récurrent qui déjà commence à se définir, c'est que à la fois Sébastien Stroessner et Thérèse Vienne, il est clair que LinkedIn fait partie du panel des outils qui sont utilisés par les chasseurs, donc évidemment ils regardent. Simplement, si on écoute Thérèse, on s'aperçoit que en fonction de la géographie dans laquelle vous voudriez travailler, il se trouve que LinkedIn n'est pas forcément la panacée et qu'il faut peut-être élargir aussi. Il n'y a pas que LinkedIn sur ce marché. Arnaud ? Quand j'ai une mission, je regarde d'abord dans notre base de données si la personne est présente. C'est ce que j'appelle sa trajectoire de valeur. Et pour le peu qu'elle ait quelques années d'expérience professionnelle, je vais ensuite tout de suite entrer son nom sur LinkedIn et pas un autre réseau social français qui a un peu plus de difficultés en ce moment. Mais je suis un inconditionnel de LinkedIn depuis longtemps, donc je ne me renie pas pour autant. Et je vais regarder ce que la personne est devenue. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle montre d'elle. Parce que, comme l'ont dit mes confrères, nous sommes avant tout rémunérés pour bien comprendre, non pas ce qu'un réseau social montre de nous, mais ce que nous montrons à travers notre CV de nous. Parce que, à ce jour encore, nous écrivons nos CV. Pour avoir dirigé des sociétés de services, mon premier job, c'est de m'assurer que tout le monde ait la même présentation de CV. Parce qu'on présentait des gens pour des missions chez des clients, et il était question, il fallait qu'on ait une uniformité de ton. Et à titre personnel, je ne crois pas, à titre personnel j'entends, et on fait un métier privé finalement, on va chercher les gens chez eux pour les dérouter de leur trajectoire vers une autre piste. Si nous commençons à formater chacun, nous ne faisons plus notre métier, nous sommes déjà dans le copier-coller. Donc paradoxalement, nos clients nous demandent de trouver des moutons au moins à quatre pattes et parfois quelque chose d'autre. Et les candidats, en revanche, eux, se présentent, se valorisent effectivement avec tout ce qui leur permet d'exister. Et comme disaient mes grands-mères, vivons heureux, vivons cachés. Si un candidat effectivement a 150 références à son sujet, personnellement, je ne l'appellerai pas. Je me suis mis cette discipline au fil du temps de me dire, je ne vais appeler que des gens qui sont intéressants en termes de pertinence par rapport à leur job
ils font paraître de leur job ce qui est important. Les réseaux sociaux, il faut vivre avec son temps, hein. 2 milliards de gens regardent tous les jours leur smartphone. Et il y a 7 milliards de gens qui, eux, regardent un réseau social dans le monde tous les jours. Donc, il faut vivre avec son temps. La seule chose, c'est que notre métier, c'est de connaître les gens qui vont vous rejoindre. Donc, comme l'a dit quelqu'un très justement, le rôle du consultant, sa practice, entre guillemets, les gens qu'il connaît le mieux, les réflexes, sa capacité de jugement, quelle que soit la photo de l'individu. Et vous savez qu'aujourd'hui, on retouche les photos. Voilà. Je pense que ça sera le mot de la fin. Et je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour remercier les panélistes qui ont pris gracieusement de leur temps pour venir partager leur expérience. Merci. Et merci à vous. Je suis présidente de France-Amérique Jeune, déjà ici, et je travaille chez American Express Global Business Travel en tant que Global Account Manager. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le point de vue du recruteur et du candidat, parce que c'est vrai qu'on est soit d'un côté ou de l'autre, et d'un point de vue chasseur de tête, on ne connaît pas forcément la manière dont ils travaillent et quels sont les critères qui sont essentiels. Je suis président d'une association d'anciens élèves d'une école. Je venais un peu pour voir dans quelle mesure LinkedIn aujourd'hui est utilisé par les justement chasseurs de tête et voir comment est-ce que je peux répliquer ça au niveau de mon réseau à moi. Moi je suis un ancien du MIT. J'ai été plutôt dans les écoles d'économie et de finance. Je suis venu ce soir parce qu'effectivement le sujet du recrutement m'intéresse. Moi-même je suis toujours à la recherche de personnes, de spécialistes souvent, y compris ce soir dans le domaine médical. J'étais évidemment intéressé par cette présentation multiple de par les participants, les présentateurs, par les sujets abordés entre le recruteur et le recruté. La question des réseaux sociaux qui est quand même intéressant parce que ça touche à un phénomène relativement récent mondial. Et donc on dit bravo à celle qui a organisé cet événement.